Vanik Berberian, le maire de l'association, le président pardon, de l'association des maires ruraux de France est avec nous. Il s'exprimera dans un instant et il nous dira pour le moins ses réserves à l'égard de la réforme territoriale. Je résume à l'extrême, bien entendu, votre point de vue. Vous craignez que des déséquilibres ne s'aggravent entre les grands pôles d'attractivité, les métropoles notamment, qui vont demain, dites-vous, concentrer les centres de décision et les territoires ruraux. Jean-Jacques Kérane, René Souchon et puis Alain Calmette qui fait une proposition concrète ensuite sur ce risque d'aggravation des déséquilibres entre territoires ruraux et métropoles dans un contexte de fusion des régions et de réforme. Jean-Jacques Kérane peut-être pour commencer et puis René Souchon ensuite. Oui, moi je partage évidemment ce qu'a dit René Souchon sur la chance que le numérique représente pour les territoires ruraux. Mais j'irai peut-être un peu plus loin dans la réflexion pour voir que la société du XXIe siècle est une société qui fonctionne en réseau. Moi, en tant que président de région, je ne partage pas le sentiment, et puis pas simplement le sentiment, mais aussi le développement idéologique, comme quoi ce sont les métropoles qui doivent capter toute la richesse, ce sont les métropoles qui doivent capter les activités, et que les autres territoires qu'on appelle parfois, pour reprendre une expression d'un sociologue, Éric Gully, la France périphérique, seraient voués à être simplement des territoires dortoirs, des territoires de loisirs, ou des territoires ruraux qui connaîtraient la déprise agricole. Je pense que le réseau, c'est la chance du XXIe siècle. Et que le réseau, contrairement à cette conception qui dit qu'il faut tout concentrer, faire des métropoles qui seront de plus en plus invivables pour des questions de pollution, pour des questions de transport, qui seront coûteuses en termes de services publics, en termes d'organisation territoriale, la chance de la France, qui a un très vaste territoire, c'est justement de pouvoir connecter les villes moyennes, les petites villes, les territoires ruraux. Ça, c'est le premier constat. Donc, je ne partage pas cette idéologie dominante. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai dit au gouvernement. Je pense que la loi qui a été votée, qui est une loi sur les métropoles, était déséquilibrée parce qu'elle n'a pas donné un regard sur le territoire qui soit un regard complet en termes de développement territorial. Deuxième point, et Madame la Ministre l'a dit, l'innovation. Quand on regarde dans nos régions, dans nos départements, l'innovation, elle vient souvent du territoire rural. C'est là où on invente parce qu'on est contraint d'inventer. J'étais ce matin ici à Vic-sur-Cère pour voir le développement touristique à partir des outils que représente le numérique. On me parlait tout à l'heure, des amis de la Drôme me disaient on est en train de connecter les centres d'art qui sont dans le sud de la Drôme. Vous voyez donc, le tourisme, la culture, l'économie aussi. Je pense qu'on est en train de gagner des relocalisations en matière économique, notamment en matière de services. Pourquoi ? Parce qu'on peut traiter la comptabilité en secteur rural. À partir du moment où on est connecté, il n'y a pas besoin d'être concentré dans les grandes villes où la situation est difficile parce que les agents qui travaillent, les employés qui travaillent disent il faut que je fasse 1 heure de transport pour venir parce que j'ai choisi de vivre en dehors de la ville. Et donc on a toute cette situation de stress et de difficulté. Puis, troisième point, je pense que l'avenir, ça a été dit aussi, c'est un partenariat public-privé sur lequel on a beaucoup à inventer avec les régions qui sont un facteur d'équilibre et les départements. Nous, on joue totalement le numérique, je parle de la région Rhône-Alpes évidemment, avec les départements qui sont les développeurs du numérique. On joue cette carte et en matière d'innovation sur la santé, sur les questions d'éducation, c'est un champ fantastique qui est ouvert. Soit on capte cette révolution numérique, soit on ne la capte pas, effectivement, à ce moment-là, le rural périclitera. Mais je crois qu'il faut vraiment ce contrat de ruralité où le numérique est une grande place. Alors cette notion de contrat, on la développera avec Alain Calmette dans un instant, mais juste avant ça, René Souchon, Jean-Jacques Kérane nous dit en substance, l'accès au réseau permet, enfin offre des opportunités pour développer la créativité des territoires, relocaliser un certain nombre d'activités. Néanmoins, un risque de déséquilibre persiste. Comment fait-on pour, en termes d'aménagement du territoire, de stratégie d'aménagement du territoire, pour prévenir ces déséquilibres? Alors le risque existe, mais ce qu'a dit et développé Jean-Jacques me paraît fondamental. J'y reviens un instant.
Parce que nous vivons aujourd'hui sur des schémas passés, même si c'est le passé simple, c'est-à-dire hier. Sauf que les choses ont complètement changé. Donc quand les économistes font le bilan de la puissance des métropoles, ils disent la richesse se crée dans les métropoles, donc il nous faut des métropoles encore plus fortes, mais ils ne sont pas rentrés du tout dans la troisième révolution industrielle. Celle que nous vivons, ils n'ont pas du tout intégré cela. C'est-à-dire que les métropoles gardent un rôle, bien entendu, mais la création de richesses aujourd'hui, grâce au numérique, peut se faire de la même façon sur n'importe quel territoire. Donc si on met après en rapport la qualité de vie qu'on a dans des territoires et les conditions souvent désastreuses, y compris du point de vue social, du point de vue écologique, avec les déplacements qui sont désastreux en termes de bilan carbone, etc., on voit que les choses sont en train de se rééquilibrer. Au moins intellectuellement, elles se rééquilibrent. Donc il faut envoyer un message fort aux territoires ruraux. Oui, le risque de rupture, de fracture numérique existe, évidemment. Si on ne couvre pas tous les territoires avec le très haut débit, ça ne marche pas. De notre côté, on peut penser, le discours de la ministre qu'il faut saluer est un discours optimiste, et puis je suis suffisamment en contact avec le gouvernement pour savoir que ce problème du très haut débit est pris à bras-le-corps. Je participe au comité de concertation France Très Haut Débit qui accorde ou qui donne un avis au gouvernement sur les subventions du Fonds stratégique numérique. Bon, les choses sont en place pour subventionner correctement tous les territoires. Alors évidemment, s'il n'y a pas d'initiative pour couvrir, l'État ne peut pas le faire à la place d'eux. Mais surtout, aujourd'hui, il faut rentrer dans les usages et les services. Et là, il faut que les ruraux se prennent en main. Personne ne le fera à leur place. Simplement, il faut qu'on les aide. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, dans ce que nous avons décidé, mettons en pratique au niveau de la région Auvergne. Je suis sûr, totalement en phase avec Jean-Jacques Kéran, la même chose se fait ou se fera en Rhône-Alpes. Les élus et leurs techniciens de proximité n'ont pas la science infuse, ils ne savent pas tout. Donc il suffit qu'ils disent « j'ai envie » ou qu'on leur donne envie d'avoir des usages et des services du numérique, qu'ils fassent appel à de l'ingénierie qu'on met à leur disposition gratuitement, j'insiste là-dessus, il faut le faire pour bâtir avec eux des projets. C'est tout le sens des contrats de territoire Auvergne Plus que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure. Le 15 octobre pour l'Auvergne et pour les 3 ans qui viennent, donc ils s'appliqueront dans la nouvelle région, tous ces contrats sont signés et tous ont un volet usage numérique très important. Comprennent dans les territoires ruraux. Bon, vous avez aujourd'hui, je ne veux pas être trop long, on n'a pas le temps, même si on pourra parler des heures. Le problème de la santé est un problème majeur pour les personnes âgées, mais également pour les tout jeunes. Rareté des médecins, etc. Bon, le numérique ne va pas remplacer cette absence de médecins, mais la prévention santé va faire en sorte qu'on va travailler tout à fait autrement. Les capteurs sur les personnes qui le souhaitent pour mesurer en permanence la tension, la glycémie, j'en passe. Je ne suis pas médecin. Bon. Et vous renouvelez cet appel aux acteurs des territoires ruraux à prendre les initiatives nécessaires sur les territoires pour exploiter les réseaux. Et je dis les régions, les départements à un moindre degré, les régions ont un rôle majeur. La loi le confirme en termes d'aménagement du territoire, donc elles doivent être là pour apporter l'ingénierie ou une partie de l'ingénierie nécessaire aux élus ruraux pour bâtir leurs projets e-santé, éducation, e-économie, etc. Mais là, il faut sortir du discours misérabiliste. Alors évidemment, ceux qui assistent à Rurality, qui sont déjà bien au point, ils ne tiennent pas le discours misérabiliste. Mais vous faites 2 kilomètres et vous avez le discours misérabiliste, que certains entretiennent d'ailleurs, à tort. Moi, je dis avec force que les territoires ruraux ont, avec la 3e révolution industrielle, celle du numérique, tous les leviers de développement, s'ils savent prendre cela en main, et dans des partenariats, c'était souligné, public-privé, aujourd'hui, l'heure est à la co-construction. Le silo, c'est terminé. Je fais tout ça tout seul dans mon coin. Non, ça ne marche pas. Co-construction public-privé, et évidemment, chaque fois qu'il y a des isanies politiques ou autres, ça ne marche plus. Donc ça aussi, c'est un autre débat. Hein. La parole pour Alain Calmette, député du Cantal, par ailleurs conseiller départemental du Cantal. Vous faites, vous, monsieur le député, une proposition de contractualisation entre, pour faire simple, les agglos et les territoires ruraux, considérant qu'ils ont des échanges et que pour préserver ces équilibres, on peut
contractualiser ces échanges, c'est les contrats de réciprocité que vous proposez. Quel pourrait être le deal et quel serait le dispositif? Que sont ces contrats de réciprocité que vous proposez? Oui, je pense qu'en effet la métropolisation est un fait contre lequel il est difficile de lutter, que des territoires entiers en profitent, les territoires directement proches de ces métropoles, mais qu'il y a un certain nombre de territoires interstitiels comme le nôtre, comme le Cantal, qui sont trop éloignés de ces lieux de production de richesse et d'emploi pour en tirer des bénéfices concrets. Et donc, il me semble que, comme on a dit tout à l'heure, que le monde changé, qui fait trouver des modalités nouvelles de développement. Il existe depuis longtemps des contrats que je préfère nettement à la procédure d'appel à projet par ailleurs, hein, des contrats entre l'État et les territoires, des contrats entre les régions et les territoires, mais c'est toujours dans la verticalité, avec ce sentiment désagréable pour le monde rural d'être en permanence des quémandeurs, d'être en position de faiblesse et de quémander un petit peu d'argent des échelons supérieurs. Et je pense qu'on pourrait essayer d'inventer une collaboration horizontale et réciproque, parce qu'il me semble que les territoires ruraux peuvent aussi apporter aux métropoles un certain nombre de solutions. On a d'un côté une concentration, une pollution, des difficultés de déplacement, mais de la richesse économique. De l'autre côté, on a des territoires libres, des bâtiments vides, un cadre de vie intéressant, mais une difficulté à se développer. Et je crois que cette idée de réciprocité pour mettre à égalité le rural et l'urbain, parce que tout le monde dit qu'il ne faut pas opposer l'urbain et le rural, mais il existe des politiques sectorielles. Il y a la politique de la ville d'un côté, les ZRR, ou ce qu'il en reste de l'autre côté pour le milieu rural, mais ces ponts et cette horizontalité, cette transversalité n'existent pas concrètement. D'où cette proposition qui a été retenue dans le cadre du comité interministériel sur les ruralités, qui a été piloté par Sylvia Pinel, d'essayer d'expérimenter un certain nombre de contrats de réciprocité entre des régions, des territoires ruraux et des métropoles. Aurillac, le pays d'Aurillac et la métropole de Lyon font partie des territoires expérimentaux qui vont essayer d'inventer ces nouvelles relations, en plus du reste, hein, parce qu'une politique spécifique pour la ruralité, on en a toujours besoin. Mais en plus, pour essayer peut-être effectivement d'avoir un discours positif, un discours optimiste, parce que la cohésion territoriale, ça passe aussi par ces réseaux horizontaux, le réseau qui est un terme quand même tout à fait important et central dès qu'on parle du numérique, mais aussi, je pense, dans la relation territoriale et dans la solidarité territoriale. Merci Alain Calmette. Vincent Descoeur, je vous informe, messieurs, qu'on attend le signal pour que vous partiez. Donc pour l'instant, on a encore un petit peu de temps et on en profite pour donner la parole à Vincent Descoeur, le président du conseil départemental du Cantal, pour réagir sur ce qu'ont dit les présidents et le député sur les enjeux de l'aménagement du territoire, des grands équilibres, et puis aussi peut-être sur le rôle du département, des départements, dans cette refonte des territoires. Bien, moi je ne peux que souscrire à ce que j'ai entendu sur la place qui doit être faite à la ruralité dans ces nouvelles régions. Même si, mais je ne vais pas ouvrir un débat en 2 minutes, je ne suis pas sûr que la proximité, la notion de proximité est ce qui est présidé au projet d'élargissement de ces mêmes régions. Mais ce serait un autre débat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre difficulté, moi, je crois qu'on s'est débarrassé de nos complexes. Je pense que nous sommes plutôt force de proposition aujourd'hui, les territoires ruraux, qu'en situation de demander qu'on nous apporte des solutions toutes faites. Je pense quand même que nous avons une situation un peu particulière. C'est certainement nous qui avons le plus à gagner du bon usage de ces technologies. Dans un département comme le Cantal, c'est une manière de pallier un handicap qui est celui de l'enclavement physique. Et je pense même que de ce point de vue-là, nous avons une obligation de résultat, parce que sinon nous cumulerions 2 handicaps. Et en même temps, force est de constater que notre situation n'est pas la plus confortable, parce que nous avons imaginé un certain nombre de dispositifs en relation avec la région Auvergne, aussi et surtout parce que nous sommes souvent confrontés à la carence de l'initiative privée. Et avant d'avoir envie d'être opérateur de réseau ou autre, nous avons dû faire face à la situation qui était la nôtre, qui consistait à imaginer des solutions pour que demain nous ne restions pas à l'écart de cette grande évolution technologique. Ça, c'est le premier point. Moi, je pense que demain, il est important,
il est important, alors là aussi, des vastes débats, mais que nous nous assurions que sur des sujets comme celui-ci, pour qu'il y ait un réseau, il faut qu'il y ait des partenaires, il faut qu'ils existent. D'où l'idée qu'à mon avis, c'est important qu'il y ait une collectivité de proximité pour parler avec la grande région sur des sujets comme celle-ci. Et puis, sans ouvrir le débat sur la loi NOTRe, il faut aussi que cette collectivité, comme nous avons su le faire au travers du PPE avec la région Auvergne, il faut aussi qu'on garde les moyens d'agir, parce qu'avoir la volonté est une chose. Aujourd'hui, quand on s'engage aux côtés de la région Auvergne pour l'extension et le déploiement de la fibre, c'est un vrai choix politique, parce qu'il y a d'autres domaines qui deviennent de fait secondaires. Tout cela, c'est une vraie question d'aménagement du territoire qui est posée, et je souscris aux propos qui ont été tenus. Je pense que maintenant, il nous appartient de nous assurer que cela fonctionne bien et d'obtenir des garanties pour que les territoires comme les nôtres, parce que ce qu'a dit Madame la Ministre était fort juste, puissent justement profiter pleinement de ces perspectives de développement. Ça veut dire un équilibre qu'il faut trouver. On l'a trouvé entre départements auvergnats parce que notre situation n'était pas très confortable. Cet équilibre, il faudra qu'on sache demain en obtenir la garantie dans le cadre d'une plus grande région, parce que certes les métropoles cumulent des handicaps, j'en conviens, en même temps elles n'ont pas à se préoccuper de sujets comme celui qui nous réunit aujourd'hui, parce qu'elles ont une offre privée et un déploiement de la fibre qui se fait indépendamment de leur volonté. Voilà, d'où encore une fois peut-être la nécessité justement que tous ceux qui sont confrontés à cette question de la ruralité et surtout à ce beau potentiel puissent se réunir, partager des expériences, faire en sorte qu'elles soient largement diffusées. Et puis il nous appartient d'imaginer la suite. Et de ce point de vue-là, je crois que Ruralitique, depuis plusieurs années, contribue à cette réflexion. Parce qu'encore une fois, non seulement c'est nous qui pouvons en tirer un plus grand potentiel, mais moi j'ai une vraie confiance dans notre capacité de proposer bien au-delà peut-être de ce que peuvent faire ceux qui sont en zone plus agglomérée. Vous savez, à une époque, une parole malheureuse avait mis en scène la mamie du Cantal, qui ne devait pas se préoccuper de son débit. C'est ancien, plus personne ne se rappelle, je peux en parler librement. Le petit-fils de la mamie, aujourd'hui, il n'a pas à rougir de l'usage des technologies de son cousin qui est dans le 14e arrondissement. Et bien qu'auvergnat, je mets un billet qu'il aura le très haut débit avant son cousin. On va poursuivre la discussion avec vous, Vincent Descoeurs, puisque vous restez. On libère bien sûr Jean-Jacques Kéran, René Souchon et Alain Calmette, qui nous quittent sous une salve d'applaudissements spontanés et nourris, et qui vont accompagner Axelle Lemaire. Merci Madame la Ministre d'avoir été avec nous pour ouvrir cette 10e édition de Ruralitique. Reste avec nous Rachel Paillard, Pierre Siméon de Buachberg, Cyril Luneau, Vincent Fonvieille. Je vous les présenterai un peu plus en détail dans un instant. Vous pouvez néanmoins intervenir, Madame et Messieurs, à tout moment sur tous les sujets que nous abordons à l'instant. Vannick Berberian, le président de l'Association des maires ruraux de France, par ailleurs maire de Gargilès, Dampierre, c'est dans l'Indre, 350 habitants, commune touristique, était il y a quelques jours devant le Conseil constitutionnel pour manifester votre opposition, ou en tout cas vos réserves à l'égard de cette réforme territoriale. Les présidents Kéran et Souchon ainsi que le député nous ont dit que oui, il pouvait y avoir un risque. De votre point de vue, quelle est la nature des risques que cette réforme fait peser sur les territoires ruraux ? Alors, d'abord, je voudrais dire que le président de l'Association des maires ruraux, depuis le début de cette table ronde, boit du petit lait. Parce que je n'aurais pas une virgule à déplacer, un mot à changer par rapport à tout ce qui a été dit, avec une très grande lucidité. Et le fait que ces propos soient exprimés par des gens qui ont non seulement de l'expérience, mais des responsabilités importantes dans notre organisation territoriale de la République est quelque chose de significatif. Et je vais vous dire, je regrette que ces débats n'aient pas alimenté celui de la réforme territoriale. Et si on était, vous l'avez rappelé il y a quelques semaines, devant le Conseil constitutionnel, c'était pour rappeler donc que la France, elle n'est pas seulement urbaine, elle est aussi rurale. Voilà. Et que dans ces territoires ruraux, il y a des gens qui vivent, qui habitent, qui travaillent et qui entendent continuer à faire comme ça.
on ne va pas discuter de la réforme territoriale. Tout le monde est d'accord pour dire que c'était quand même quelque chose d'assez nul, hein, que ce soit dans la méthode, que ce soit dans l'organisation des débats. Il fallait un GPS pour suivre quand même l'évolution des propositions. C'était pour initier. Bon, ça c'est derrière nous. C'est derrière nous jusqu'à ce que ça revienne, c'est-à-dire dans quelques années. Parce que figurez-vous que le débat de fond qui est celui de l'aménagement du territoire, il n'est pas nouveau. Il ne date pas du débat sur la réforme territoriale. Il date depuis très 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 longtemps. Voilà. C'est aussi pour ça que l'association des maires ruraux s'est créée dans les années 70, parce qu'à l'époque, on était dans les mêmes problématiques. Alors si je dis ça, c'est simplement pour souligner le fait que c'est bien une seule et même question que celle de l'aménagement du territoire qui est posée. Quel type d'aménagement du territoire nous voulons? Est-ce qu'on veut continuer comme on l'a fait jusqu'à maintenant, dans une dimension historique d'ailleurs, hein, à agglomérer les habitants, les moyens, les pouvoirs dans les zones urbaines, ou est-ce qu'on va réfléchir à un aménagement plus équilibré du territoire? Voilà, nous avons, nous, une grande chance, je terminerai là-dessus, d'être à un moment, dans une époque charnière, où arrive cette nouvelle technologie. Je n'aurais pas été aussi optimiste il y a quelques années, parce que quand on regarde au fil de l'histoire comment la France, mais pas seulement la France, tous les pays du monde se sont organisés et construits, on se rend compte que c'est toujours dans le même sens. C'est-à-dire que les territoires avec une population qui était essentiellement rurale jadis a émigré vers les pôles urbains. Je dis toujours comparer la carte de Lutèce avec celle de Paris aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, on parle de quoi? On parle du très grand Paris. Jusqu'au jour où on vous parlera du très 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 grand Paris. Donc c'est un mouvement historique. Or, les nouvelles technologies, le très haut débit, tout ce dont on parle depuis 10 ans ici dans le Cantal, c'est l'outil extraordinaire pour inverser justement cette tendance. Alors justement, et ça c'est une question que j'adresse au maire. Je l'adresse à Rachel Paillard, qui est maire d'une commune de la Marne, 1000 habitants, c'est Bouzy en l'occurrence. Rachel Paillard, qui est également rapporteuse de la commission Communes et Territoires Ruraux de l'Association des maires de France. Je l'adresse à Pierre Siméon de Buochberg, qui est maire, lui, en Corse, dans une commune de 3500 habitants. Elle s'appelle Prunelli di Fiume Orbu. Je le prononce au mieux de mes capacités. Et vous êtes par ailleurs vice-président du conseil départemental de Haute-Corse, au sein duquel vous présidez la commission de la réforme territoriale. Et puis, avec nous, un homme qui est à la fois un chef d'entreprise et puis un élu. Vous pouvez d'ailleurs vous exprimer à ces deux titres, ainsi qu'en tant que président de l'APEM, l'Assemblée pyrénéenne d'économie montagnarde. On reviendra sur ce que c'est, mais vous êtes aussi président d'une communauté de communes. René voici la question. René Souchon disait tout à l'heure, il le disait d'ailleurs avec énergie et même une certaine impatience, il faut que les élus locaux s'emparent des opportunités qui leur sont offertes par les tuyaux que les collectivités supra amènent. Manière de dire, il ne se passe encore pas grand-chose sur les territoires, c'était la première chose. Et je complète la... Est-ce vrai ? Y a-t-il une forme d'inertie des territoires ruraux face aux opportunités qu'offrirait le numérique? C'est la première partie de la question. Deuxième partie de la question, et je suis en train de l'oublier, on va donc se concentrer sur la première. Est-ce qu'il y a de l'inertie sur les territoires? Est-ce qu'on manque d'énergie et d'initiative? Vous me regardez, je réponds. Allez-y, oui. Donc, je réponds. D'abord, je voudrais rappeler aussi ce qu'a dit le président Souchon dans son introduction. Il a dit l'accès numérique est le levier fondamental, je ne sais pas comment il a dit ça, du développement des territoires ruraux. Oui, il compare ça à l'arrivée du chemin de fer. Il dit que c'est du même ordre que l'informatique. Je voudrais dire que je m'inscris complètement dans ce qu'il a dit. Pour moi, en tant que président de la communauté de communes, l'accès numérique est le levier fondamental. Si on n'a pas d'accès au numérique, on n'aura aucune attractivité en termes économiques, en termes culturels. On a parlé de la santé tout à l'heure. On ne pourra rien faire. Et en tant que chef d'entreprise, c'est encore pire. C'est-à-dire que moi, dans mon entreprise, j'ai 30 personnes qui sont connectées. Vous êtes tour opérateur. Hein. Je suis tour opérateur, mais donc je suis dans les services. J'utilise Internet avec mes collaborateurs qui sont connectés tous les jours. Et on utilise les tuyaux qui ont été mis en place. Et donc ça marche, mais on utilise
la DSL, vous savez, donc ce sont des systèmes asymétriques. Et les entreprises ont besoin de systèmes symétriques, avec des débits beaucoup plus importants. Et donc il faut absolument que la fibre arrive pour que l'on puisse se développer au niveau de nos concurrents et que l'on puisse attirer des entreprises sur notre territoire. C'est indispensable, sinon on va mourir. Ça, c'est le point de vue du chef d'entreprise, mais on peut poser la question à l'élu qui est avec nous, hein, l'élu... Mais ce que je voudrais juste dire par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la remarque de René Souchon, moi j'aurais tendance à lui dire apportez-nous la fibre optique, le numérique, c'est ce qu'il a dit, et nous, les responsables locaux, eh bien, en matière de services, en matière d'outils, ce qu'il a dit, hein, il a dit une fois que le numérique sera là, eh bien, tout restera à faire. Et donc, je pense que là, il faut faire confiance aux élus locaux pour développer les outils, pour développer les services et pour attirer les entreprises. Vous attendez, Pierre Siméon de Boschberg, le numérique, enfin le très haut débit sur votre commune. Je le cite de mémoire, puisque mes notes ont disparu. 2017, me semble-t-il, l'arrivée du très haut débit. En termes de développement, en termes d'attractivité, qu'est-ce que vous en attendez concrètement? J'insiste sur le concrètement, parce que si vous permettez un commentaire, il y a un côté un peu incantatoire dans ce que vous dites. Il nous faut le haut débit, c'est la condition de notre développement, etc. Mais il n'y a pas de réalité à ce stade hein, derrière cette incantation. Oui, le micro va s'ouvrir, n'y touchez pas. Vous savez, en Corse, on parle du très haut débit depuis longtemps. Hein, ça nous fait déjà 3 ou 4 ans qu'on doit installer du très haut débit sur l'ensemble de la Corse. Et puis la Corse, c'est quand même une montagne dans la mer, avec toute sa complexité. 40% des populations habitent dans le rural. Et donc les liens de transport sont évidemment, c'est très long. Moi j'ai une commune de 3500 habitants, et 80 km de la ville la plus proche qui est Bastia, la plus grande ville de Haute-Corse, je dirais. Et il faut 1h45 pour s'y déplacer. Alors vous pensez que pour aller chez le médecin, il vous faut une demi-journée entre le rendez-vous et le déplacement. Donc évidemment, on attend évidemment beaucoup du développement du numérique sur l'ensemble du territoire, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de développer nos communes et nos villages. Et on a la même problématique, je l'entends depuis tout à l'heure, que j'ai la même problématique que vous. Nous, élus Corse, nous avons la même problématique. Évidemment, nos villages se désertent pour aller vers les grandes villes. Alors on espère, c'est vrai, 2017, que les choses puissent arriver jusque nos petits bourgs et nos petits villages. Rachel Paillard, sur les bénéfices attendus de l'accès au très haut débit par les territoires, et puis aussi sur ce que disait René Souchon, sur cet appel à développer les usages et à saisir les opportunités offertes par l'arrivée des tuyaux, votre réaction, ou votre point de vue en tout cas? Je voudrais déjà avoir une double réaction. D'abord, comme rapporteur, comme vous l'avez dit, de l'Association des maires de France. Je suis très heureuse d'être présente aux côtés du président de l'Association des maires ruraux, car je crois qu'il est important que l'Association des maires de France, qui regroupe les 36 000 communes, parmi celles-ci compte des agglomérations, des grandes villes, des petites villes. Et je crois que c'est comme vous l'avez dit dans le premier débat, il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Et il est important aussi qu'au sein de l'Association des maires de France, l'information de la ruralité circule. Car il est plus facile de s'exprimer quand on est un maire d'une grande commune que celle d'une petite commune au sein d'un organisme parisien, si il est tout à fait démocratique et que la parole circule très librement. Je voudrais simplement dire aussi, et j'ai beaucoup apprécié la phrase de Madame la Ministre qui disait numériser les politiques et politiser le numérique. Et quand elle a dit aussi que ce n'était pas seulement l'affaire d'informaticiens ou de gens qui étaient soi-disant bien informés. Depuis de nombreuses années, j'essaye de comprendre comment le numérique va arriver au plus près des habitants, comment les habitants de ma commune vont bénéficier du FTTH. Quand j'ai été élue maire en 2001, le premier appel téléphonique que j'ai passé, c'était auprès de France Télécom pour obtenir la DSL. On a eu la DSL à Bouzy très vite. Il m'a dit d'ailleurs, pourquoi vous m'appelez si vite? Eh bien, j'avais mes enfants derrière. Ils m'ont dit, si t'es élu maire, il faut qu'on ait la DSL. Au moins, on saura pourquoi t'es pas là. Et on a eu la DSL. Et à Bouzy, bon, moi je suis maire d'une commune de moins de 1000 habitants, qui a la particularité d'être viticole. Et c'est vrai que sans Internet, la commercialisation des vins de Champagne n'aurait pas le même renom. Nous avons des entreprises qui travaillent à 70% avec l'export. Imaginez travailler avec les États-Unis, le Japon ou la Chine sans avoir Internet. C'est tout à fait inimaginable. Donc je comprends les
les inquiétudes et les attentes très fortes de la population. J'ai animé l'année dernière un atelier pour le Conseil général, départemental maintenant, à la foire de Châlons en Champagne, parce que finalement personne n'avait vraiment envie d'animer cet atelier, personne ne s'en sentait compétent pour répondre aux questions des passants. Et une grand-mère me dit, mais figurez-vous que si vous m'amenez FTTH, c'est quand même très bien, parce que je ne payerai plus rien, ça sera gratuit. Donc vous imaginez que dans la population, il y a une grande attente. Mais il y a le représentant d'Orange à côté de vous qui n'est pas emballé par la perspective de la gratuité. Il y a une grande attente, mais il y a aussi une grande méconnaissance. Une très grande méconnaissance du rôle des élus. Les habitants nous demandent d'amener le FTTH chez eux, mais ils s'imaginent que c'est Orange qui n'arrive pas assez vite. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a la fibre à amener et qui va payer la fibre et qui va après être l'opérateur derrière, qui va leur proposer le meilleur abonnement possible. Mais sur le développement des usages qui semble être l'étape prochaine du développement du numérique sur les territoires, qu'est-ce qu'on peut attendre des élus locaux? Que peuvent-ils faire pour que, comme le disait, je crois que c'est Jean-Jacques Quérenne qui le disait tout à l'heure, finalement, la créativité qui existerait sur les territoires ruraux se matérialise par le truchement du numérique. Quel peut être le rôle des maires et des élus intercommunaux? Alors, je ne sais pas si les autres maires présents vont abonder dans mon sens, mais je crois qu'on va changer de métier. On va être obligé de raisonner autrement. On va être obligé de parler autrement avec nos interlocuteurs. On va avoir des jeunes. Si on veut que la fibre bouge, si on veut, il faut savoir les attirer. C'est eux qui vont la faire vivre. C'est pas vous, c'est pas moi qui demain va dire nous, notre rôle, ça va être amener la FTTH. Et puis une fois qu'elle va être là, ça va être d'attirer les jeunes. Parce qu'en fait, quand on se rend compte, là, on vient tous de vacances. Où allons-nous en vacances? Nous allons en vacances là où on peut avoir des informations, là où on peut trouver des idées, là où on voit des photos. Les endroits où on peut rien voir, on se dit mais qu'est-ce que c'est ringard, je ne vais pas y aller à cet endroit. Donc ça, c'est les jeunes, quand ils veulent venir travailler quelque part, ils vont regarder. Donc on va avoir toute cette circulation d'informations des villes vers les campagnes et de la campagne vers la ville. Et ça c'est à nous de donner le goût de montrer quelque chose de beau de nos territoires ruraux, le goût de montrer nos entreprises. Mais ça ne va pas être d'un coup de baguette magique que les choses vont se faire. Enfin, je ne le pense pas. Pierre Siméon de Boschberg, vous avez été réélu maire de votre commune au terme d'une campagne sur le thème de la modernité rurale. C'était un axe de campagne, certes, mais il y a aussi un concept, une vision derrière. De quoi s'agit-il ? Ben écoutez, je pense que je ne suis pas dans l'innovation. Hein. Peut-être en Corse, peut-être je suis dans l'innovation. Mais en tout cas, c'est d'essayer de mettre l'être humain au centre de l'action politique, c'est-à-dire d'apporter du confort dans nos territoires. Aujourd'hui, il n'y a pas que les grandes villes qui pourraient bénéficier de tout le confort. Je pense que nos petits villages, les petits villages de plaine, des petits villages de montagne, pourraient tout aussi bien en bénéficier. On parlait tout à l'heure de la fibre, du développement de la fibre. Donc ça, c'est une nécessité. Donc la ruralité moderne, c'est de pouvoir bénéficier de l'ensemble d'un accès numérique, de l'Internet dans le plus petit village de Corse pour que tout le monde puisse y vivre. J'ai rencontré le président des Chœurs il n'y a pas tellement longtemps, il y a un petit mois, puisque élu départemental, j'ai demandé à être chargé du développement du numérique sur le département. Et j'ai regardé le travail du Cantal et du président des Chœurs, tout ce qui a été fait ces 15 dernières années. Je l'en félicite. Un grand parcours a été fait et c'est pour ça que je voudrais essayer de m'en inspirer, essayer de nouer peut-être des liens avec le département du Cantal pour que la Corse puisse se développer autant que ce qui n'a été fait ici. Vincent Descoeurs, réaction à ce qui vient d'être dit et puis si vous permettez une question complémentaire sur la stratégie qui a été celle du département en investissant bien sûr sur les réseaux, en partenariat notamment avec la région, mais en misant particulièrement sur le télétravail, quel était le pari. Mais bien sûr, avant de répondre à cette question, votre réaction à l'égard de tout ce qui vient d'être dit. Oh, le micro va s'ouvrir. Ouais, on va vous passer celui de... Oui, je crois qu'il ne faudrait pas que les uns et les autres repartent avec l'idée que le monde rural serait en panne d'idées. Ruralytique, ça poursuit l'objectif inverse. René Souchon a du mal à s'exprimer. Il nous appelle souvent à l'effort, mais
Ces mots ont dû dépasser sa pensée. Je crois qu'aujourd'hui, on a des preuves concrètes j'allais dire de l'effet levier du déploiement des technologies sur des sujets très clairs. Dans le département du Cantal, Cybercantal 1998. À l'époque, j'ose à peine leur dire, notre objectif était que 15% des Cantaliens utilisent Internet. Vous imaginez, quelques années plus tard, comment il est à relativiser. Mais il y a 5 ans, on subventionnait les sites marchands. On incitait nos entreprises à ouvrir des sites marchands. Et la nouveauté de cette année, ça existe dans d'autres départements, c'est la plateforme agri-locale. On parle de l'agriculture qui doit être valorisée. Là, on n'est plus dans le concept, on est dans le concret, on est dans le fonctionnement, dans l'économique. Aujourd'hui, les producteurs fermiers du département ou producteurs ou entreprises de transformation proposent leurs produits et sont sur une plateforme mise en relation avec des acheteurs du public, du privé. Et donc ça c'est une vraie concrétisation. Vous évoquiez le télétravail. Lorsqu'on a été candidat la première fois on avait répondu à une candidature de la DATAR à l'époque. On parle toujours d'aménagement du territoire. La DATAR, elle, pour le coup, aura été victime de... Mais le commissariat général à l'égalité des territoires qui lui succède sera là demain. Il y a tellement de noms qu'on ne s'y retrouve plus. Ce qui est sûr, c'est qu'on a appris à se débrouiller nous-mêmes. Et donc, je reviens au sujet essentiel. Les télécentres, on a été les premiers surpris à l'époque d'être un des principaux lauréats. C'est-à-dire que c'était tellement un concept qu'on nous a offert 10 des télécentres qui étaient, j'allais dire, mis à l'offre. Et il nous a fallu à ce moment-là inventer j'allais dire, l'économie qui va avec. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que 350 personnes fréquentent aujourd'hui plus ou moins assidûment ces télécentres avec des Cantaliens qui ont aujourd'hui des activités économiques qu'ils pourraient conduire ailleurs. Et simplement, ils ont fait le choix du Cantal et le télécentre leur a offert les moyens disponibles. Et on ne doit pas s'en contenter parce que, bien évidemment, tout ça va se déployer. Je serais très heureux que ça se déploie ailleurs et en même temps, on se doit de faire preuve d'innovation permanente. Mais aujourd'hui, il y a des Cantaliens, des entreprises qui se sont installées ou qui ont été créées dans le Cantal uniquement du fait de la mise à disposition d'outils technologiques. Donc la première urgence, ça reste quand même les infrastructures parce que, encore une fois, j'en reviens au propos introductif, mais je ne veux pas ouvrir un débat en leur absence. Mais sur le plan des infrastructures, tout n'est pas complètement aussi rose qu'on a bien voulu nous le dire au début. Je comprends que Vannick ait été séduit comme moi, parce que tous les problèmes sont résolus. C'est pas complètement tout à fait ça. Non, mais allez-y, on est là pour se dire les choses aussi. Hein. Oui, mais vous estimez qu'il y a je ne veux pas répondre au président de région en des leur trous absence. dans la raquette. De toute façon, René Souchon revient à 17h, je crois, pour animer un atelier. De toute façon, il ne sera pas surpris. Mais là, et encore, on a très bien travaillé avec la région Auvergne, pour le coup. En plus, tout ça est enregistré, il pourra le regarder sur son iPad. Voilà, donc très sereinement, je vais simplement dire que ce n'est pas aussi facile qu'on veut bien le dire. Et je crois qu'à cette heure, en ce qui nous concerne, c'est plus l'arrivée de l'infrastructure qui est le sujet que l'usage qu'on en fera. Parce qu'il y a déjà des usages, il y a même parfois des initiatives qui n'attendent que le renforcement du débit. C'est un vaste chantier. Et encore une fois, cette question, elle est presque un peu décalée parce que viennent à Ruralitique celles et ceux qui sont... les mains dans le cambouis, en bleu de chauffe, et qui ont compris sûrement avant les autres qu'il fallait qu'on fasse preuve d'imagination. Donc aujourd'hui, s'il y a un message à délivrer, c'est sûrement dans le monde rural que ça cogite le plus, n'en déplaise aux agglomérés, et deux, la question des infrastructures, pour nous, elle est centrale. Et je vais prendre l'exemple de la téléphonie mobile. Je vais ouvrir c'est en marge, mais la preuve en est que c'est une course contre... C'est toujours la ligne d'arrivée s'éloigne au fur et à mesure que nous avançons. Sur la question de la téléphonie mobile, le département du Cantal a dû ériger 80 pylônes. Avec, il faut savoir le reconnaître, et je le fais avec plaisir quand c'est le cas, avec pour le coup, très franchement, un vrai partenariat avec l'opérateur qui érige des pylônes, ou au moins le principal. Il y en a beaucoup qui nous parlent de 95% de couverture, mais ils sont à la veille de s'intéresser au département du Cantal. On érige 80 pylônes, notre obsession, les faire migrer en 3G, et voilà qu'arrive la 4G.
Alors, et qu'il y aura une table ronde sur le très haut débit mobile. Merci pour cette transition. Sauf que la 4G aujourd'hui, c'est Aurillac, Saint-Flour, et j'espère qu'il restera des collectivités de proximité pour essayer de finir de mailler le territoire. Merci pour cette transition particulièrement habile, Vincent Descoeurs, puisque je m'apprêtais à donner... Comment ? Je vous prierai de me les rendre pour la deuxième partie quand même de la journée, mais en effet, je vois que vous les avez lus. Cyril Luneau est avec nous, le directeur des relations avec les collectivités locales d'Orange. On parlait tout à l'heure de déséquilibres territoriaux. Vincent Descoeurs évoque à l'instant la question des déséquilibres numériques entre les territoires. On peut comprendre d'ailleurs que les opérateurs ne se précipitent pas pour aménager des territoires qui ont de faibles densités de population. En l'occurrence, dans le cas d'Orange, êtes-vous, conscient de l'enjeu et de l'appel qui est lancé par les territoires? Et si c'est le cas, comment pouvez-vous, dans votre rôle, répondre à cet appel? Alors, moi, je voulais surfer sur la gaieté qu'avait Vannick Berberian, justement, en nous expliquant qu'il buvait du petit lait, etc. Et puis, vous avez un petit peu tiédi tout ça. Mais ce que je peux dire, en fait, c'est assez simple. C'est qu'il y a, de la part d'Orange, une position de partenaire naturel avec notamment les territoires ruraux. J'en veux pour preuve que Orange était là au tout début de Ruralytic, donc la première année en tant que partenaire, et c'était évidemment tout naturel. Mais ce partenariat naturel, il s'inscrit à la fois dans les gènes, dans l'historique, mais également aussi dans des preuves d'audace. Et je vais illustrer mon propos par quelques exemples. D'abord, il faut savoir que chez Orange, vous avez à peu près 30 000 collaborateurs qui sont sur le territoire et qui sont là tous les jours, y compris pour discuter, pour communiquer et pour avoir cette relation avec les élus locaux et au plus près possible. On discutait tout à l'heure avec un certain nombre de personnes et on me disait, oui, Brigitte, je la vois régulièrement. Donc Brigitte, c'est celle qui s'occupe des relations dans le Puy-de-Dôme et dans le Cantal. Il y avait Jean-Claude aussi sur la Haute-Loire. Et puis, tout à l'heure au déjeuner, vous m'expliquiez que, évidemment, Jean-François Poli, vous le connaissiez bien évidemment et que vous aviez... Donc, cette relation que l'on peut avoir avec les élus nous permet d'abord de comprendre l'attente des territoires, quels qu'ils soient, parce qu'on le fait à la fois dans les territoires ruraux, mais également chez les agglomérés. Et donc, évidemment, nous avons justement cette proximité avec les élus qui nous permet également d'intervenir sur les territoires comme dimanche dernier, donc juste à côté d'ici, à Thiézac, il y a une mini-tornade. Et évidemment, les collaborateurs d'Orange sont intervenus très vite et je les remercie pour l'efficacité de leur interaction. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand les collectivités, y compris les territoires ruraux, ont besoin d'avoir un partenariat, un soutien pour des projets qui sont de type culturel ou technologique, eh bien, Orange intervient et est le seul et l'unique à être là pour ce genre de prestations. Vous avez une présence territoriale et une capacité d'intervention et d'écoute aussi des élus, c'est ce que vous dites. Voilà. Alors après, une fois qu'on a écouté les élus, bon, pas assez, je l'entends régulièrement, mais sans être le mauvais élève, on est en tous les cas un bon élève là, sur ce sujet-là. Et audacieux parce que on estime être un partenaire aussi industriel à leur côté pour essayer un certain nombre de choses. Et les territoires ont beaucoup d'initiatives, beaucoup d'idées, et on les accompagne à travers des expérimentations, des pilotes. Tout récemment, on a fait un pilote avec ce qu'on appelle l'agriculture connectée, avec Nornet et Eutelsat et la FNSEA. Et tout ça pour essayer de voir ce qu'on devait apporter et quelle était l'offre dont avaient besoin les exploitants agricoles qui ont ces besoins de numérique et de digital. Je crois que vous faites allusion à une expérimentation qui a été menée sur une vingtaine de territoires
je crois, hein, une vingtaine d'exploitations, pour voir quelles étaient les potentialités de l'agriculture connectée. Voilà. On en parlera beaucoup plus en détail demain aux alentours de 11h, en tout cas dans le cadre de la table ronde sur l'agriculture. Pardon de cette Et donc ces expérimentations et ces pilotes, eh bien, on les entretient grâce à ces discussions avec les collectivités. On l'a fait aussi avec un programme qui s'appelait Connect École, qui a préfiguré un programme beaucoup plus dense et beaucoup plus national qui est École Connectée. Vous voyez, donc évidemment, il faut absolument que, au-delà des discussions et au-delà de la relation que l'on peut avoir avec les collectivités, eh bien qu'on mette à profit cette relation pour entamer des expérimentations et des nouveaux services et des nouveaux usages. Alors, au niveau plus national, on s'aperçoit aussi que le plan stratégique qu'a mis en œuvre donc, Stéphane Richard à travers Essentiel 2020 reprend ces problématiques-là. À savoir qu'un opérateur a besoin toujours d'aller plus loin dans son réseau, de le développer, de couvrir toujours davantage et pour améliorer l'expérience client. On reviendra, si vous voulez bien, sur le plan Essentiel 2020 dans la deuxième partie de la table ronde. Enfin, je vous vois hésiter. Excusez-moi, j'essaie de gérer le temps. On est parti avec 1 heure de retard. Il faut quand même qu'on s'organise un tout petit peu. J'ai cette chance de rester là sur la deuxième table. C'est exactement ce que je m'apprêtais à vous dire. Vous allez rester avec nous, donc vous pourrez développer ça. Merci beaucoup, Rachel Paillard, Vincent Fonvieille, Pierre Siméon de Buechberg. Avec nous également, il y avait Vannick Berberian et Vincent Decker. Merci à tous les 5 et pardon d'avoir un peu accéléré sur cette table ronde. On va, alors, je vous propose la chose suivante. On a supprimé, ou plus exactement décalé, une première intervention qui était celle de Jean-Yves Pinault et d'un maire qui s'appelle Éric Mel. Je vous propose qu'on la décale encore, si vous le voulez bien, un petit peu, parce qu'elle me paraît éditorialement carrément décalée avec ce qu'on est en train de dire, mais elle pourrait servir de charnière pour demain. Donc on va accueillir celles et ceux qui devaient être avec nous sur la deuxième partie de la table ronde. Il y a Jean-Jacques Thiebaud, Cyril Luneau qui reste avec nous, le député Patrice Martin-Lalande et Jérémy Bonan. Merci à tous les 4 et merci aussi à vous, Madame Paillard. Allons-y, déplacement s'il vous plaît. Transfert.